Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, bonsoir amis auditeurs, puisque nous sommes en direct et aujourd'hui exceptionnellement nous avons décidé de faire l'émission Votre Café Presse Politique ce soir, le mercredi soir au lieu du jeudi matin, mais vous pourrez toujours suivre. C'est Soupé Presse. Oui, donc l'émission sera quand même diffusée demain en direct, demain rediffusée à 10h et ce soir donc nous sommes ravis de vous retrouver. Voilà donc autour de cette table aujourd'hui pour parler de l'actualité de la semaine, Mohamed Iwanouren, responsable du service reportage à KBC, Khabar Télévision. Bonjour Mohamed. Bonjour. Il y a également Akram Khrieff, responsable du site d'information spécialisé dans la défense en Algérie et au Maghreb. Bonjour Akram. Il y a également Saïd Jafar, directeur éditorial de l'Huffington Post. Bonjour Saïd. Abed Sharif, juste à côté de moi. Bonjour. Chroniqueur et auteur. Bonjour Abed. Bonjour. Et puis El Qadi Hassan, directeur d'Interface Média, qui édite aussi Maghreb Émergent. Voilà. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ouais, on va avoir du mal aujourd'hui. Bonsoir. Avec le temps. Parce que moi, je suis encore dans les jeudis matins. Nous sommes ravis de vous retrouver. On va essayer de dérouler rapidement l'actualité aujourd'hui. Déjà, rappeler qu'il n'y a pas de décision de justice encore dans l'affaire du rachat du journal El Khabar par le groupe Cévital. Le procès a encore été reporté au 11 mai, il devait se tenir le 2, puis le 4, on attendra donc le 11 pour connaître le dénouement de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est une affaire de droit, dit Hamid Green, le ministre de la Communication, qui a instruit cette affaire. Elle est manifestement politique, rétorque le groupe de presse, et Saad Arbrab, le patron de Cévital, qui accuse le pouvoir de mener l'Algérie à sa perte. Les journaux, certains, fabriquent le défaitisme, sèment la discorde. De quel lobby parle le ministre? Un groupe de pression dominateur qui veut imposer le diktat de la pensée unique. Nous n'avons pas la même conception en effet du journalisme. L'État se lance-t-il en guerre contre les médias libres? Pourquoi? Quel pouvoir ont-ils face à la manne publicitaire et qui se réduit comme une peau de chagrin et le virage digital? La liberté de la presse a-t-elle un prix? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Messieurs, encore une fois, merci d'être là. Alors, le procès a été reporté. Bien sûr, on va en parler dans cet instant. Le fait de la semaine, c'est bien de me l'avoir rappelé encore une fois, Abed. Un tour de table rapide avant de revenir sur cette affaire Al-Khabar et de la presse de manière générale. Abed Sharif, je vais commencer par toi. Bon. Le 1er mai, le syndicat d'une coopérative, une entreprise qui appartient à ses salariés, fait une déclaration de presse pour exiger que l'entreprise soit vendue à un privé, à la veille de la fête de la liberté de la presse. Toutes les valeurs sont renversées dans cet événement. Voilà, moi, c'est ce que je retiens. Bon, mais l'enjeu du journalisme, on va en parler de toute façon. J'allais parler d'autre chose, mais je vais rester sur le journalisme. Enfin, le fait de la semaine, je l'ai tweeté tout à l'heure, c'est la finale du tournoi, pour rester sur les valeurs, la finale du tournoi de la liberté de la presse, le 3 mai. Donc, c'est 30 médias qui sont engagés dans ce tournoi de football. Et la finale, les organisateurs ont choisi de la jouer au CATI, quartier général de la DGSN à Hydra, en présence de Hamel. Voilà. Toutes les valeurs sont renversées. Saïd. Alors, je vais vous raconter une boutade, je vous jure qu'elle est vraie. C'est un ami kabyle, j'insiste, c'est un kabyle qui me l'a dit. Il m'a dit ça, j'aimerais bien être un kabyle persécuté comme Rabrab et comme Haddad. Voilà, je vous le transmets. Bon, ça ne veut pas dire que le ton est donné. Hein. Non. Pour rester dans les finales, moi, c'est l'image de la semaine, c'est Omar Gharib en séance de boss-boss avec Sellal, et qui pour moi est quand même une image qui interpelle, parce que 3 années auparavant, ce même Gharib donnait l'ordre de ne pas monter. Et cette séance d'embrassade,
ça donne quand même une image du pays, c'est un petit aperçu du pays. Oui, Mohamed. Juste un éclaircissement pour Abed. Bon, le syndicat de Khabar, je ne fais pas partie de ce syndicat parce que je ne travaille pas au journal Khabar. Le KBC n'a pas encore adhéré à ce syndicat. Bon, le syndicat n'a pas exigé que le journal soit vendu à un privé. Il a juste répondu à des allégations du ministre de la Communication. Parce que le ministre de la Communication a parlé d'un soutien, d'un refus des travailleurs de cette transaction. Ils lui ont répondu. Maintenant, le communiqué il est bien rédigé ou mal rédigé. Malheureusement, les journalistes d'aujourd'hui ne sont plus les Abd Sharif, etc., qui rédigeaient bien les communiqués avant. Mohamed, le procès, et vous tous du reste, hein, le procès est reporté. Ça va permettre de faire tomber la pression et à nous, en tout cas, d'aborder le sujet avec la tête froide. Parce qu'il y a eu plusieurs déclarations, on vient de le dire, ces dernières heures. Celle du ministre de la Communication. Il y a eu aussi des déclarations de Cherif Frasqi, et puis de l'Khabar, et puis celle d'Issad Rabrab, le patron donc de Cévital. Qu'est-ce qui se déroule, messieurs, sous nos yeux? Est-ce une guerre contre la presse ou est-ce une guerre contre le chef, le patron d'entreprise, l'homme d'affaires, ou peut-être une aubaine pour le pouvoir, les deux en même temps, hein? Je ne sais pas, je vous pose la question. Mohamed, comment est-ce que vous le vivez de l'intérieur? Il y a une pression terrible. On ne sait pas d'abord maintenant, parce qu'il faut être un petit peu réaliste. Ce qui inquiète aujourd'hui les gens beaucoup plus, c'est leur gagne-pain d'abord. Parce qu'on ne peut pas penser à autre chose quand on est menacé de se retrouver dans la rue. Moi, ce qui m'a fait la peine aujourd'hui, j'ai été au rassemblement à Bermudares devant le tribunal administratif, c'est de voir des employés du journal, des employés, je ne parle pas des journalistes, des employés qui ont fait toute leur carrière à Al-Khabar. Je les ai connus toutes jeunes, 21 ans, 22 ans. Aujourd'hui, elles sont des mères, elles sont presque, bientôt elles seront des grands-mères, qui sont venues protester. Ça m'a vraiment marqué. Je sais que ce sont des femmes qui n'ont jamais pensé un jour sortir dans la rue pour n'importe quelle raison, pour n'importe quelle revendication. Aujourd'hui, ils sont retrouvés obligés de sortir dans la rue pour revendiquer la préservation de leur emploi. Mais sinon, comment est-ce que vous le vivez? C'est une pression politique? Comment les journalistes le vivent? C'est une pression politique? C'est une pression contre la presse, contre l'homme d'affaires qui vient d'acheter des C'est une pression parts. politique. C'est une pression que vit le Khabar depuis plus de 2 ans. Avant que ça soit... maintenant, avec Arbrab, ça a pris encore une autre tournure. Mais le Khabar subit des pressions depuis très longtemps. Je peux dire depuis 2008. Personnellement, je vis ces pressions depuis 2008. Ça a commencé avec des dissensions entre les dirigeants du journal. À l'époque, on était toujours dans la logique qui est pour troisième mandat, qui est contre troisième mandat, etc. Mais aujourd'hui, ça dépasse Maintenant, il s'agit carrément de la survie d'une entreprise qui a vécu. C'est l'un des derniers remparts de la presse indépendante, qu'on le veuille ou pas. Abed, il a beaucoup de choses à dire sur. Il est un des fondateurs du journal. Il est mieux placé que moi pour parler de l'indépendance ou pas de Khabar. Mais c'est l'un des derniers remparts de cette première expérience de presse indépendante née après la loi de 1990. Qu'est-ce que vous en pensez? Abed. Moi, je pense qu'il faut... c'est excellent qu'on ait pu commencer par Mohamed, parce que ça remet tout de suite l'enjeu à sa véritable échelle. Nous sommes à la fin d'une période. La période des 20 dernières années, 20-25 dernières années, où 2 phénomènes ont porté la presse indépendante. Le premier est un phénomène institutionnel économique. C'est la loi du gouvernement de Mouloud Hamrouche qui a permis la naissance de la presse indépendante par la capitalisation des salaires des journalistes et qui a permis d'avoir un modèle que beaucoup de pays ont envié pendant longtemps à l'Algérie. Des journalistes propriétaires de leur journal. Ça, il faut aujourd'hui le rappeler. C'est un modèle que beaucoup... Au Maroc, ça n'existe pas.
En Tunisie, après la Révolution, jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est la portée de cette loi qui a permis cette expérience-là. Le deuxième souffle, nous sommes le lendemain du 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse, c'est la légitimation du métier de journaliste par les sacrifices que cette corporation a dû donner durant les années de... Moi, je dis toujours les années de guerre civile, les années où les islamistes terroristes ont choisi de canarder, de tuer des journalistes. C'est le deuxième prix que la presse a dû donner. Je rends par cette occasion hommage à tous les amis que nous avons perdus pendant cette période-là. C'est ce qui a permis à la presse de faire face, par certains de ces médias, etc., à un rouleau compresseur qui était la normalisation de l'État, que sont les années Bouteflika. Bouteflika déteste la presse algérienne, Bouteflika déteste les journalistes algériens, Bouteflika n'a jamais parlé, n'a jamais donné d'entretien avec les journalistes algériens. Et ça déteste Bouteflika. Bouteflika a envoyé une lettre de condoléances. Par humilité, je ne peux pas en parler au CPP, au décès de mon père, parce que mon père a été un responsable de Bouteflika avant. Et aujourd'hui, je suis très gêné qu'il ait envoyé cette lettre-là, parce que ce monsieur-là, je suis obligé de lui reconnaître du respect. Malheureusement, ce qu'il fait ne nous laisse pas le respecter. Voilà. Et j'aurais bien voulu le respecter. Voilà. Et donc, cette période est en train de se terminer. Mais elle se termine d'abord et avant tout pour des raisons économiques. C'est le modèle de la presse écrite qui est en train de mourir. Ça nous rattrape. Nous sommes en train de rentrer dans la modernité. Faire lire la presse par le papier, c'est en train de disparaître. Et comment fait-on aujourd'hui pour faire face à cette problématique ? Quand on a comme ministre Hamid Green qui ajoute un verrou qui s'appelle pas de publicité, c'est la quadrature du cercle. C'est intenable. Écoute, il faut décortiquer un petit peu ce millefeuille. Dans cette affaire, il y a l'aspect liberté de la presse, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect pouvoir. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il faut quand même dire une chose, commencer par ça. Ce que fait le gouvernement, c'est définitivement au-dessous de zéro. Donc il n'y a même pas à commenter. L'attitude de Hamid Green, ce qui vient du pouvoir comme décision. Est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de commenter, d'analyser ce que fait le gouvernement, ce que fait M. Green ou la Sellal? Ça, on n'en parle pas. Même si ce qu'il dit peut avoir une influence et une conséquence. Il y a une entreprise qui est menacée de disparaître. Non, je n'en parle pas dans le sens où on a déblayé le terrain pour ça. C'est entendu. Ce n'est pas crédible. C'est destructeur pour le pays. C'est destructeur pour la liberté de la presse, pour la liberté, pour la construction d'un pays. Il compresseur pour passer à autre chose, pour débattre, oui, parce que la situation de la presse, c'est pas aujourd'hui. Oui, mais non, la crise de la presse algérienne, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Oui. Et c'est exactement ce que je veux éviter. Moi, je ne veux pas être acculé à ça. Non, je ne veux pas être acculé à une bataille dans une journée que je n'ai pas choisie. La bataille, s'il y a des batailles à mener, c'est une bataille de construction du pays et de démocratisation des institutions du pays. La presse, on constitue un volet. L'aspect liberté de la presse, c'est un volet dans le volet. Il y a l'aspect économique, il y a les erreurs qui ont été faites dans la presse. On peut toujours se plaindre, on peut toujours se lamenter. Moi, j'ai travaillé 5-6 ans dans un journal dans les années 90 qui n'a jamais reçu une page de pub. Jamais, au grand jamais. Bon, ça y est. C'était les pires moments. C'était les pires moments. Oui. Donc, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de parler d'aujourd'hui. Quelles sont les luttes, les enjeux et qu'est-ce que ça nous offre comme perspective. Aujourd'hui, il y a des luttes qui se sont concentrées à un endroit donné. C'est une entreprise de presse, c'est un entrepreneur et c'est médiatique. Donc, voilà. Mais il faut les décortiquer. Saïd, Cherif Rizqi dit c'est une atteinte à la propriété privée. Il n'a pas tout à fait tort. On est dans un choix de modèle économique. C'est aussi le choix du pouvoir. Peut-être. Mais le problème, c'est qu'il ne l'assume pas. Donc, il y a une espèce de décalage dont on voit les résultats quand on passe à cet article 23 notamment qui est... Moi, je ne suis pas juriste, mais ce qui est frappant tout de suite dans cette affaire, pour ne pas trop élonger, c'est-à-dire l'argument
qui défend le Khabar, c'est Ali Haddad. C'est l'ami de Green. Donc, au-delà du juridique, sans rentrer dans les détails, on ne veut pas que Barab devienne qu'il détienne un grand groupe. Monsieur Haddad détient déjà un groupe et il annonce de manière très officielle qu'il lance une radio. Et j'imagine ça va être herdien. C'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire quand même. Pas plus tard qu'hier, le ministre disait non, il a une version du Je n'ai pas l'impression que M. Green va réagir. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Il y a la loi, il y a l'organisme qui donne les fréquences et il faut qu'il ait un président et qu'il y ait des pitchs et qu'on donne des pitchs. Sur telle fréquence et telle thématique. M. Haddad est patient, on le voit, il dit je vais lancer, je vous annonce, l'équipement est là, et d'accord, ça c'est clair. Donc c'est un constat. Mais la loi sur l'audiovisuel, elle donne les prérogatives de l'autorité de régulation provisoirement au ministre. Donc le ministre peut donner des fréquences. Et il l'annonce, il va donner des fréquences pour même les chaînes de télévision existantes. Donc sans entrer dans les choses de loi, on est dans la politique. Je veux dire, le Barab, c'est une autre partie du pouvoir qui a peut-être aujourd'hui n'est pas en bon état. Le Haddad, c'est une autre partie. Et donc, on a un traitement inégal entre les deux, c'est tout. Donc, c'est ça le fond. Mais le problème, moi je dis, Monsieur Green, كما نقولوا بالعربية حق أريد به باطل. C'est-à-dire, ما يحبش الخبر يديها لربراب, un homme d'argent, etc. À la limite, mais alors moi je lui retourne. Mais c'est vous qui avez vendu le khabar à Rbrab. La publicité, la gestion politique de la publicité, les attributions arbitraires, ces gens-là, Al-Khabar, moi je comprends, des gens qui sont propriétaires d'un journal, qui voient leur chiffre d'affaires tomber, ils cherchent quelque chose de rassurant. Et donc ils ont choisi une voie rationnelle. Et c'est Monsieur Green, moi je le persiste à le dire, il faut le mettre dans la tête, c'est Monsieur Green qui a vendu le Khabar à Arbrab. C'est pas autre chose. Akram. Bon, moi, je suis plutôt de l'avis de Abd aujourd'hui. Et je vais prendre une phrase qu'il a l'habitude d'utiliser. C'est l'Algérie du 4e mandat, tout simplement. Et il a tout à fait raison. Le timing de cette affaire est un timing critique. On est à un moment où, politiquement, il y a quelque chose qui se dessine. On a une activité bizarre de Cheikh Ibrahim, des retours de personnalités politiques, des retours de personnalités parapolitiques. Je parlais d'Omar Gharib tout à l'heure. On a aussi une économie qui est figée, un État qui a décidé d'arrêter les importations, qui le fait très bien d'ailleurs, mais qui ne trouve aucune solution pour relancer l'économie, l'industrie, etc. On a une presse qui est économiquement déconnecté de ses abonnés. Ça veut dire que, moi je le vis en tant que site internet, j'ai beau avoir 60 ou 80 000, parfois 120 000 abonnés chaque mois, je ne bénéficie de rien de ces abonnés et je n'ai aucun moyen de vivre de ça. Ça s'applique aussi pour la presse papier, ça s'applique pour les différents médias, la radio, les radios web, etc. Et c'est dû à quoi ? C'est dû à l'inexistence de paiement électronique et c'est dû aussi à des barrières économiques entre le consommateur et les médias. Et ça, c'est très grave. Al-Khabar, aujourd'hui, comme l'a très très bien dit Saïd, est en train de payer une situation absurde de dépendance envers la publicité. Or, il y a des médias à l'étranger qui vivent très bien sans publicité et il y a des modèles économiques sans publicité. Ils vivent aussi de l'aide de l'État. Il faut le dire, les grands titres, les gens vivent beaucoup de l'aide l'État. Moi, ce que je note, la seule chose, je vais pas commenter les propos du ministre. Ce qui m'a frappé, c'est que il m'a semblé que le ministre confondait la liberté de la presse avec la liberté d'insulter. Il l'a dit et répété plusieurs fois. Il dit, nous avons une presse qui est libre, nous ne faisons aucune pression sur la presse, car on le voit tous les jours, elle insulte des gens. Je ne pense pas que ce soit le métier d'Al-Khabar d'insulter qui que ce soit.
Et je trouve regrettable que l'État, que le pouvoir algérien attribue cette caractéristique à la presse. Pour moi, la liberté de la presse, c'est aussi être libre. À condition d'être libre de critiquer Bouteflika. Exactement. Donc, télé, pour moi, la liberté de la presse. Qu'est-ce que vous pensez de l'aspect économique, du modèle économique? Je disais à l'instant, le choix justement notre Khabara, c'est un choix économique. Attends, laisse-moi terminer. C'est incroyable de le dire, mais c'est vrai. C'est aussi le choix de l'État. C'est exactement le choix de l'État qui ne l'assume pas finalement. Je peux citer cet article 23, qui est non seulement l'un des articles qui est brandi. Une personne physique et morale privée de droit algérien ne peut pas être actionnaire dans plus d'un service de communication audiovisuelle. On est dans le monopole. La crainte du monopole. Dans la loi cadre sur l'information, il y a l'article 25 qui contredit cet article. Et contredit cet article. Uniquement de personnes morales. Oui. Pas personne physique. Il y a les petits détails. Dans l'argumentaire de M. Rabara, par exemple, le fait de dire que le Khabar est racheté par une autre salle que celle qui détient Liberté, donc on n'y est pas. Quand la loi interdit, elle interdit aussi les prête-noms, elle interdit un certain nombre de choses, l'esprit de la loi. Donc cet argumentaire non recevable des deux côtés, pour moi, devient secondaire. Parce que ce qui se pose pour moi, c'est le rôle que le gouvernement n'assume pas et le rôle que la presse n'assume pas. La presse algérienne est en train de rater le virage du numérique. C'est évident. Les Algériens de moins de 25 ans, il faudrait faire des études affinées, mais à mon avis, en majorité, ils ne s'informent plus par la presse papier. Ils s'informent autrement. Dans 10-15 ans, la place de la presse papier va énormément diminuer. Elle risque de devenir marginale pour les vieux comme nous et ceux qui sont plus âgés que nous. Donc, il y a cet aspect. La presse est en train de rater ce virage. Elle rate ce virage en grande partie, parce que le gouvernement n'a pas pris les mesures qu'il faut. C'est pas à la presse d'imaginer ce schéma. Moi, j'essaie de me dire que devrait faire un gouvernement aujourd'hui. C'est de se dire quel sera le mode d'information national dans 10 ans. Comment, j'utilise une phrase dans un papier de demain, comment nationaliser la presse? Nationaliser la presse dans un sens qui est très précis. Comment faire en sorte que l'opinion algérienne d'aujourd'hui et de demain soit façonnée par les médias algériens, pas par Al Jazeera, Al Mayadeen, BFM TV. Il faut que notre presse puisse faire l'opinion publique. Pour cela, il y a des mesures techniques, le haut débit, l'Internet, etc. Il y a les mesures économiques, technico-économiques, dans le sens le paiement électronique. Les sites Internet qui ne peuvent pas vivre du paiement électronique sont objectivement condamnés. Toutes ces pistes, on peut en parler tout à l'heure. Toutes ces pistes, nous avons un gouvernement qui les ignore et qui est en train de nous parler de l'éthique et de la déontologie, un débat que nous avons tranché dans les années 80 avant le multipartisme. Voilà, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. En fait, qu'il ne les ignore pas, qu'il fait obstacle. J'ai des doutes. Wallah, j'ai des doutes. Il fait obstacle. Parce que le numérique, ce n'est pas que la presse qui le rate. Mais c'est toute la technologie et de l'économie du pays qui est en train de le rater. C'est faramineux. C'est au-delà de la presse. En fait, on est tout à fait d'accord pour dire que ça se passe au niveau de la volonté politique des autorités. Il y a beaucoup de choses que les autorités ont oubliées. Il y a une sorte de marqueur historique qui a été oublié. Je crois que c'est lié aussi au départ de Taoufir, où on l'a fait à son affaiblissement, etc. La presse indépendante a été un produit de vente pendant les années 90. Il y avait les massacres, il y avait Bentalha, il y avait l'ANP aux portes de Bentalha qui a laissé massacrer 1 millier d'Algériens. Mais il y avait la caricature de Dilem le lendemain, qui pouvait parodier Bouteflika, etc. Enfin, 97 en l'occurrence, c'était pas Bouteflika. Et ça a fonctionné beaucoup comme ça. La fin des années Bouteflika, on a le sentiment que le pouvoir n'a même plus besoin de cet alibi. En tous les cas, il n'y a pas pensé. Je raconte une anecdote.
Il y a quelques jours, il y a eu un arbitrage pour dispatcher le budget pour soutenir la campagne pour la levée de l'emprunt de Sellal, donc l'emprunt obligataire. Et ils se sont rendus compte, ils avaient une télé, ils avaient une radio, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des journaux, ils en ont des parapublics, etc. Ils n'ont pas de site internet. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de site internet, il n'y avait pas de pure player public ou qui les suivent. Et ça leur a posé un problème, ils ont coupé. Ils ont dit, on ne donne plus, pas cette partie-là, on ne donne plus de publicité, comme ça on donne à personne. Exactement comme en 89, Omdurman, ils se sont rendus compte, en 2009, juste avant la Coupe du Monde, la bataille d'Omdurman, que l'Égypte avait Nilsat et que l'Algérie était un nain sur le plan satellitaire. Il n'y avait aucun contenu algérien qui pouvait porter un contrepoint de vue face à celui des Égyptiens qui s'étaient fait passer comme agresseurs alors qu'ils étaient là les agresseurs au Caire. Le pouvoir ne réfléchit pas à cette question-là. Il est toujours dans le contrôle de la société, de son expression, etc. Et ça coûte à l'économie, ça coûte au modèle économique des acteurs, ça coûte en définitive au pays en entier. Le pouvoir a pensé à ça, et c'est pour ça qu'il a lancé des chaînes offshore. Voilà. Je ne voulais pas parler. Ils veulent façonner une opinion publique à leur façon, à leur manière. Voilà. Ils ne veulent pas de transparence. Ils ne veulent pas qu'il y ait de médias qui travaillent dans la légalité, qu'il y ait un pluralisme médiatique, c'est tout. Je ne voulais pas faire le bilan du gouvernement parce que pour moi, est-ce qu'on en a besoin d'en parler? Il y a 35 chaînes de télé. Elles sont toutes offshore. Elles sont dans l'informel. Le gouvernement a créé un système télévisuel informel. Un ministre qui a fait ça, comment il peut venir devant les citoyens algériens et dire et s'en vanter, c'est la preuve que c'est la liberté d'expression. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Du temps de Boussouf, je ne sais pas ce qui lui serait arrivé. Juste un peu pour avant de parler des enjeux, parce qu'on va prendre une pause et puis revenir, des enjeux qui attendent la presse demain. On a parlé de la crainte de l'état du monopole. On a bien compris du monopole de la presse et du monopole de manière générale. L'État a le contrôle total sur le public. Le pouvoir du pouvoir. Je l'ai pas vécu dans le parti unique. J'étais enfant, je n'ai pas vécu le parti unique comme journaliste. J'ai de la nostalgie pour le parti unique. C'était clair. À l'époque, il y avait les médias étatiques. Le secteur de l'information appartenait à l'État. Mais aujourd'hui, ça n'appartient pas. J'y ai travaillé, donc j'ai vu un peu l'évolution. Je voulais simplement revenir sur la déclaration de Green au passage, qui dit que le service public. Pour résumer ce que tu viens de dire, en fait, il ne craint pas le monopole. Il veut garder le monopole. Il a déjà. C'est différent. La nuance est là. Ça va m'amener sur une autre question qui concerne justement l'ouverture peut-être du capital des journaux. Green, pour rappel, simplement, je voulais ouvrir cette parenthèse et je vais la refermer rapidement, qui dit que les journalistes publics font bien leur travail et même que le journaliste du public a toute sa dignité. Je ne sais pas ce que le mot dignité veut dire dans la bouche du ministre de la Communication. Sûrement moyennement mieux payé que le secteur privé. Alors, est-ce que la dignité se résume à un salaire ou est-ce qu'elle se résume à un statut? J'imagine c'est à ça qu'il pense. Bon, voilà. Moi, je peux souligner au passage que la seule dignité qui peut rester aux journalistes du public aujourd'hui, c'est de dire non aux consignes, non au pouvoir quand on estime faire son travail. C'est dangereux ce que vous dites, madame. Son travail, et je sais combien c'est difficile. Enfin, au passage, le monopole, on y est déjà. Puisqu'on parle de monopole, on y est déjà. En face, il y a cette crainte que tu as exprimée la semaine dernière, de voir la presse en général ou des titres passer sous la coupe des patrons. Est-ce que cette crainte est justifiée? C'est important qu'on en parle. En fait, c'est une des évolutions. Le projet initial des journaux fait par les journalistes est en train d'atteindre ses limites. Aujourd'hui, c'est ou bien tu es sous la coupe du pouvoir, ou bien c'est l'argent que tu t'allies à des gens qui sont dans l'argent. Les perspectives de médias faits par des professionnels autonomes sur laquelle on a vécu après octobre 88 est en train d'arriver à sa fin. À moins, la seule perspective serait que
Mais alors, il faut vraiment faire cultiver de l'optimisme. C'est qu'on bascule dans un autre régime, qu'on aille dans la démocratie, et qu'il y aurait des espaces où on aurait des journalistes qui feraient du service public au sens réel du terme. Mais là, ça demande une condition politique qui est très loin d'être réunie. Ça nous amène au volet qui est vraiment politique. C'est celui de dire, Hussein l'a dit, pour la presse, nous sommes à la fin d'une époque, mais historiquement, nous sommes aussi à la fin d'une époque politique où il y avait une certaine confusion due à la nature des années 90, à des luttes qui étaient très ambiguës, on ne sait pas qui est contre qui, les clans, etc. Aujourd'hui, la situation est mûre pour avoir un pouvoir de l'argent qui est là, qui s'affiche à travers beaucoup de gens. Une bureaucratie déclinante parce qu'elle est en train de perdre le pouvoir politique. Elle a aussi perdu deux choses qui sont plus importantes, qui ont fait sa légitimité. Elle a perdu sa technicité avec laquelle elle a géré le pays pendant assez longtemps. Et elle a perdu sa capacité de faire les équilibres politiques et sociaux dans le pays. La bureaucratie est en train de perdre ses atouts et donc elle va décliner et disparaître et le champ politique va se reconstituer d'une manière différente avec évidemment l'argent d'un côté. Pour le reste, on va voir ce qui va émerger. Oui. On va prendre une petite pause et puis on va revenir tout de suite après. Il y a encore des choses à dire. Restez avec nous. Qui a dit que les Algériens n'étaient pas capables du meilleur ? Parlons du laboratoire pharmaceutique Mérinal. Né à partir d'une officine de quartier, Mérinal a débuté sa production en 2002. Toute petite déjà, cette entreprise voulait offrir la meilleure qualité à son pays. Aujourd'hui, 500 Algériens rigoureux et soucieux de votre bien-être travaillent tous les jours pour offrir le meilleur à l'Algérie et aux 7 pays où Mérinal exporte. Là, moi je dis que je suis fier d'être algérien. Vous n'êtes pas d'accord ? Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Alors c'est parti avec vous pour la suite de votre café presse politique. On parle de la presse, on parle de l'affaire El Khabar et on continue à s'interroger autour de cette table sur le devenir de la presse et sur la nécessité de continuer à assumer ce métier, à assurer ce métier en toute liberté. C'est la question aujourd'hui et l'enjeu principal de la presse. Je posais une question il y a un petit instant et je vous demandais quelle est la crainte ou qu'est-ce qui justifierait cette crainte de voir la presse passer sous la coupe d'un patron ou d'un grand chef d'entreprise. Je crois qu'on n'est pas allé au bout de la question. Qu'est-ce que vous en pensez, le mot crainte me gêne. Je doute que Green craignent que la presse passe sous la coupe de l'argent parce qu'il y a des amis qui ont de l'argent, ça ne le gêne pas trop. Par contre, des citoyens ou nous, des journalistes, pouvons avoir des appréhensions sur le fait que la manière dont on a pu exercer ce métier de manière relativement indépendante, je parle pour moi, on a pu, malgré le contexte parfois brutal, menaçant, garder notre liberté et exercer notre métier de manière pas exceptionnelle, mais de manière assez raisonnable et avoir une voix. Cette possibilité, on peut se demander si, avec l'argent, prenant le pouvoir dans la presse, est-ce que cette possibilité de journaliste indépendant ne serait pas gommée ? Mais est-ce que la presse va forcément passer sous la coupe de l'argent ? Est-ce que cette hypothèse est la seule ? Aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui est très particulière. Le modèle de presse telle qu'elle est née de la circulaire de mars 90, la circulaire de Hamrouche, est arrivée à terme. Ces journaux, ce modèle de journaux, subissent des pressions énormes qui risquent de les pousser objectivement à chercher des protections. Saïd l'a dit, il y en a deux. Protection du pouvoir, protection de l'argent. Bon. Je voulais savoir, est-ce que dans l'histoire d'Al Khabar, est-ce qu'il y a eu des journalistes qui ont fait valoir la clause de conscience ?
Mais pourquoi le patron le nouveau propriétaire majoritaire de l'entreprise n'a pas encore entamé ces changements dans la rédaction pour faire valoir sa clause de conscience. Il n'y a rien de nouveau. L'engagement qu'il a tenu publiquement, bon, on va voir dans la pratique ensuite s'il va respecter son engagement ou pas. Il dit je ne toucherai pas à la ligne éditoriale du journal. Non, mais Malèche. Oui. Je vais dire que ça ne marche pas comme ça, mais Malèche, bon. Je voulais juste. Ça, c'est un point de détail. Il me trouvera en face. Voilà. Non. Moi, je ne suis pas là. Moi, c'est sur le modèle qui va s'imposer. Parce que il y a une nouvelle situation. Dans la situation d'aujourd'hui, moi, j'en suis arrivé sur un point précis à une réflexion. Ne me dites pas que je veux revenir aux années 80. Je considère que aujourd'hui, une presse de service public devient nécessaire. Elle devient vitale. Oui. Je dis une presse de service public, pas la presse de propagande gouvernementale. Pourquoi ? Parce que je constate que depuis quelques années, j'ai quelques amis qui ont travaillé dans les médias. Ils disent que il y a des groupes privés dont on ne peut plus parler. Les compagnies de téléphonie mobile, par exemple, les concessionnaires automobiles, ça, c'est tabou. Il faut qu'il y ait une presse qui échappe à la publicité commerciale pour pouvoir en parler. Ah, si ce n'était que ça, Abed. Vas-y. Ce n'est que ça, madame. Non, tu parles des véhicules, tu parles. Moi, je pense à l'information, à l'information, aux politiques. Je pense à l'affaire Arbra, par exemple, aujourd'hui, et l'affaire El Khabar, dont la presse publique n'a pas dit un mot. Quand vous avez un opérateur, vous avez un opérateur téléphonique qui transfère des milliards, des centaines de millions de dollars de manière plus ou moins illégale et que les journalistes le savent et que personne ne peut en parler, permettez-moi de vous dire que c'est important. Je suis désolé. Oui, bon, après il y a des priorités. Oui, je voulais dire à Abed qu'il était un peu passé de mode. Il a dit qu'il revenait aux années 80. Je lui confirme qu'il, de ce point de vue-là, il est très has-been. Parce que moi, je suis au conseil d'administration d'Interface Média qui édite Radio M et les autres médias du groupe. Et bon, nous avons besoin d'argent pour nous développer. Nous sommes sur des médias digitaux. Les médias digitaux en Algérie, pas de paiement électronique. Enfin, Akram en a parlé un instant. La publicité publique est interdite sur ces médias-là, etc. Le modèle économique est très fragile. Très bien. Donc, nous avons besoin de lever des capitaux pour assurer le développement. Sinon, ce n'est pas possible. Et donc, nous allons rentrer en négociation pour trouver de nouveaux actionnaires qui rentrent dans le tour de table. Mais on ne va pas faire comme El Khabar. Le noyau professionnel va garder le contrôle éditorial, trouver un accord avec les nouveaux entrants. C'est le grand chantier qui m'attend en 2016. Comme nous avons une assemblée générale demain matin à la place du Café Presse, je me suis amusé à dire à certains de mes collègues journalistes que demain, je leur annoncerai le nom du repreneur de Interface Média. On n'est pas dans ce cas de figure, c'était une boutade. Et je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions du style de celle de Abed Sharaf des années 80 qui disent « Ah, clause de conscience, qui ça va être ? Nous, on va actionner notre clause de conscience. » Et j'ai rencontré que des bananes de grands sourires, dire voilà, on va avoir enfin les moyens de travailler, on va avoir enfin nos salaires à la fin du mois et on va pouvoir être sécurisés. La mentalité a beaucoup changé. Effectivement, les repreneurs sont des repreneurs qui cassent. Ceci dit, moi, je ne peux pas m'empêcher de constater, bon, il y a eu ces jours-ci, une information, que Nahar a trituré à sa manière scandaleuse, peu professionnelle, et que subitement, parce que Nahar l'a traité, toute la presse a décidé qu'elle est fausse. En réalité, c'est que M. Erbrab a une société offshore avec un mania du pétrole roumain. Et l'information n'est pas dans Nahar. Il y a une sorte de manie pour d'aveuglement. L'information est dans un site roumain. Et le papier a été écrit par un journaliste roumain qui est membre de l'ICIJ. Vous allez à l'ICIJ, vous cherchez son nom, et ce journaliste-là publie des documents où on voit le nom de M. Erbrab. Je suis vraiment surpris de ne pas trouver chez les confrères ne serait-ce que l'information basique.
Voilà, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas d'accusation à faire. C'est une information. Le papier n'était pas sur M. Erbrab, c'était sur le Magna Roumain. Et incidemment, on apprend qu'une des sociétés de ce Magna Roumain est associée avec Erbrab. M. Erbrab peut soit démentir le roumain, soit justifier l'existence de ça, mais que la presse, ça arrive ça durant ces jours-là, ignore totalement le sujet, je suis totalement surpris. Et ça ne peut que conforter les appréhensions de ceux qui estiment que l'argent peut être une entrave à l'exercice de la presse. Ça ne justifie pas, mais en face, on a Nahar qui a donné une information magnifique. Parce que les jeux sont brouillés en Algérie, c'est ça notre drame. Le syndicat de Khabar a réagi dès que les actionnaires ont annoncé la vente du journal ou la vente de la cession de leurs actions à M. Erbrab. Ils ont réagi via un communiqué où ils tirent la sonnette d'alarme, ils disent attention, on n'accepte pas ça, on n'accepte pas ça, etc. Et M. Green qui récupère automatiquement ce communiqué pour dire que les travailleurs refusent la transaction. Ah oui. Et il l'a utilisé dans son action là, devant le justice. Et c'est ce qui a poussé le syndicat à faire l'autre communiqué dont parlait Abed, que Abed considère comme une... Je vais faire dans la provocation. Moi, si j'étais le gouvernement, j'essaierai de faire en sorte que Erbrab achète encore plus cher le groupe Khabar et qui coule avec le groupe Khabar, entre guillemets. J'ai pas envie qu'il coule, mais l'idée, ce serait que se poser la question pourquoi les actionnaires de Khabar vendent. Ils pensent que l'avenir n'est pas rassurant. Oui. Voilà, sur le plan économique, moi j'ai parlé avec les principaux actionnaires, le coût de l'imprimerie, le coût des installations par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à l'évolution de la publicité sur le papier, les difficultés de lancer un nouveau média comme la télévision qui a été budgétivore, qui a ponctionné beaucoup de moyens. Et je rassure, le Khabar a dégagé un budget à l'équilibre et avec un léger excédent en 2015. Mais on n'est pas sûr que ce soit le cas en 2016. Donc en fait, c'est vital. Et Saad Erbrab achète l'économie politique de la presse d'avant. Il n'achète pas encore l'avenir. Oui, et je ne sais pas si on lui a vendu dans le projet, est-ce qu'on lui a vendu l'avenir ? J'enchaîne, c'est exactement ce qui m'intéresse. Le projet de montage de M. Erbrab, il est comment? Pourquoi Erbrab, homme d'affaires, donc vision économique, pense que c'est jouable alors que les propriétaires pensent que c'est pas jouable? Ça, moi, ça m'intéresse. Je vais pas envie de perturber moi. C'est-à-dire, il y a un contexte pour la presse où il s'agit de tenir pour quelques années. C'est-à-dire, avec le pari que l'Algérie va changer et que le système de blocage en vigueur ne va pas rester dominant. Et là, l'enjeu, c'est comment tenir 3 ou 4 ans. Ça marche à banquier, ce que tu dis. Ça marche si le modèle édition papier a un avenir. Parce que le modèle édition papier a 2 contraintes. Il y a la contrainte, effectivement, qui s'appelle ministre de la Culture, extrêmement zélé, qui est parfait d'ailleurs pour le 4e mandat, il est dans sa fonction. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur ministre que cela. Ce volet-là, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire, nous, ce sont nos amis. J'ai reçu M. Chevresqui ici pour l'inviter du direct, on a parlé du modèle, etc. L'autre modèle, c'est la baisse des ventes papier. C'est dans la logique. Et ça, par contre, ça, on sait que ça ne va pas rebondir. Bien, je réponds à ta question. L'évolution, est-ce que la presse va passer sous la coupe des hommes d'argent? Aujourd'hui, dans l'avenir, la façon dont ça se développe, la presse, ça sera surtout... Enfin, c'est le reste des groupes presse, papier, et les télévisions qui leur sont liées. C'est le modèle de Chorouk. Chorouk, on n'en parle pas, c'est le groupe de presse le plus endetté d'Algérie. Il n'est pas viable. Politiquement, techniquement, il n'est pas viable. Mais il vit encore parce qu'il a juste, avec la CNAS, 80 milliards de centimes de dette, juste avec la CNAS. Je ne parle pas de l'imprimerie. Je me permets de donner ces chiffres parce qu'ils sont importants et que nous sommes traqués, nous, par les impôts. Pour moi, beaucoup moins que ça. Donc, nous sommes dans un modèle où les hommes d'argent, effectivement, vont s'emparer de titres. Et l'espace où la grande aventure intellectuelle des journalistes, ce trip qui est celui de la liberté d'informer, etc., ça se jouera ailleurs. Ça se jouera
essentiellement dans les médias numériques. C'est dans les médias numériques, avec de faibles coûts, avec des modèles souples, avec un lien avec les communautés. C'est très important, le lien avec les réseaux sociaux, avec peut-être un appoint en payant, etc. C'est là où on va réinventer notre métier. C'est dans ces espaces-là. La preuve, c'est que nous sommes sur une radio sur le web. Justement, alors, puisque tu parles du web, les recettes publicitaires, je n'ai pas le chiffre, mais j'ai bien vu qu'ailleurs dans le monde, de toute façon, Internet est très dynamique. En ce qui concerne les recettes, les grandes recettes publicitaires. Par contre, pour le contenu, ça c'est toute la question et un gros problème. C'est pas encore très viable économiquement, c'est pas viable encore. Et ça risque de poser problème. Le contenu. Au contraire, le contenu est en train d'amorcer... Payer le contenu. Non, je disais recettes publicitaires, Internet est dynamique. Payer le contenu, ça c'est une autre question, c'est un autre problème. Et on s'interroge encore sur la viabilité économique je pose la question. Ahmed posait une question. Est-ce que l'État algérien va laisser les médias étrangers former l'opinion publique algérienne? Or, c'est déjà le cas. C'est en train d'être formé par des médias extérieurs. La part du contenu algérien sur le web, c'est infinitésimal par rapport à ce que les Algériens reçoivent. C'est absolument négligeable. Et quand on raisonne de manière avec un peu de vision, un État qui se respecte favorise, encourage le contenu national. Il ne bloque pas un site internet parce qu'il gêne M. Green, parce que, soi-disant, il n'aime pas les sujets qu'il traite. Il encourage. Et ce n'est pas uniquement dans l'information. Les espaces sur le web qui ont besoin d'être soutenus par l'État pour créer le contenu national, c'est énorme. Et actuellement, on est zéro sur l'Internet. Le concept économique, le concept économique de payer pour une information existe depuis avant Internet. Les listes de diffusion d'informations existaient pendant les années 60-70, les lettres confidentielles, etc. C'est un modèle économique viable à condition qu'il y ait les outils, le contenu de qualité et ceux qui et le marché. Est-ce que je peux dire quelque chose sur le Maroc? Le Maroc a connu une expérience au début de l'ère Mohamed VI qui était très prometteuse au niveau de la presse. Il y a eu la naissance du journal, Abou Bakr Djam'i et Ammar Ali, Lakoum, etc. Et puis il y a eu la vague de répression. Et ça s'est rétréci, au point où tous les acteurs ont soit quitté le Maroc, soit ils se sont retrouvés à la marge. Aujourd'hui, il y a une expérience que nous suivons de près, c'est le Desk, c'est un modèle payant, un peu comme Mediapart, qui essaie de restituer le lien direct entre les producteurs des contenus, de l'information, dans sa noblesse, et le public. C'est le public qui paye. C'est le modèle payant, c'est le public qui paye, c'est le public qui protège ceux qui créent l'information. C'est beaucoup plus démocratique, évidemment, que le modèle ouvert à la publicité, parce qu'il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Abd a raison de dire... c'est très difficile de critiquer Ourido, qui a une bannière à l'année sur Maghreb émergent. Évidemment, il y a un blackout. Il est arrivé que Ourido fasse un blackout. Ça s'appelait N'Djma encore. On était obligé d'en parler à un moment donné. C'était très difficile. Mais on a fini par en parler. On a dit à nos journalistes d'attendre. On a essayé de faire réagir et tout ça. Mais à un moment donné, on est obligé de faire notre métier. Il y a un équilibre à trouver. Le modèle payant te rend libre. Tu ne rends de compte qu'aux gens qui payent pour acheter. Et ce modèle-là, il n'est pas possible de développer encore en Algérie. Cela dit, on va regarder comment cette expérience va se passer au Maroc. Ça nous intéresse énormément. Il faudrait pas trop. C'est impossible en Algérie. Sinon, les autorités vont taper sur le test. J'ai envie de dire, est-ce que je peux dire un mot sur l'Algérie et sur mon terrain favori. Le débat, la discussion que nous avons, c'est une discussion typique du 4e mandat. Non, on n'aurait pas eu cette discussion s'il n'y avait pas eu le 4e mandat. Mais on parle de vision, de perspective. Je vais parler de mes perspectives. Le 4e mandat a figé l'évolution du pays en donnant une espèce de prolongation à des luttes, à des luttes inutiles, des combats inutiles, des batailles inutiles et des énergies qui se perdent de manière inutile. Le ministre de la Communication, le ministre d'éthique aurait généralisé la 3G, le haut débit, etc.
ils auraient laissé la presse fonctionner librement. Le Khabar les gens de Khabar n'auraient pas senti le besoin de vendre le journal. Monsieur Rabrab ne serait pas tenté par l'idée de faire un journal. Il aurait fait autre chose. Il a d'autres métiers, c'est un industriel ou là. Et nous, on aurait peut-être fait des sites dans lesquels qui seraient payants grâce à la monétique, le e-payment, etc. Et donc voilà, on est dans un pays qui est figé, qui me laisse dire que si la situation, si le verrou politique saute, les problèmes tombent d'eux-mêmes. Ils vont mourir. On va se rendre compte qu'on était dans l'absurde. On tournait en rond pour rien. Mais le problème du papier, de la presse papier restera posé pour l'avenir. Au-delà de la presse, du contenu, etc., et de l'économie, on a un problème en Algérie avec l'économie du savoir. Exactement. L'économie du savoir est incapable de s'exprimer concrètement en Algérie. Je vais vous donner un petit exemple qui date il y a une semaine. On a quelqu'un à Constantine, un soi-disant chercheur ou pas, charlatan ou pas, docteur ou pas, je ne sais pas, qui a dit qu'il avait inventé c'est moi charlatan, j'en ai parlé la semaine passée. Qui a dit qu'il avait inventé un médicament contre le diabète. Cette personne n'est pas passé par le chemin scientifique, l'expérimentation, etc., les protocoles expérimentaux. Il est passé par un ministre de la République et une télévision qui a fait la démonstration scientifique en testant sur des enfants, y compris ce médicament. Au-delà du fait que ce soit du charlatanisme ou pas, imaginez aux États-Unis, pays où il y a des inventions tous les jours, combien de chaînes de télé, combien de ministres il faudrait mobiliser pour faire fonctionner l'économie. Donc il y a aujourd'hui un problème d'expression tangible de l'économie du savoir. On ne sait pas traduire ça sur le terrain. Y a pas, la crise papier, elle est faussée aussi, la crise parce que un journal, quel qu'il soit, qui a une baisse des revenus publicitaires, il peut se redéployer sur le net et faire payer 1 dinar l'article. 50 centimes l'article, c'est rien du tout. Il y a des journaux qui ont 200 000 visites jour. Donc, ça se compense l'un dans l'autre avec... Il y a le contenu média aussi, le vidéo qui est partagé par les journaux. Tout ça, c'est des combinaisons qui demandent de l'imagination, mais... C'est un pays bloqué qui est incapable de penser à ça. Il faudrait ajouter quand même qu'on est dans un pays absurde où il y a 130 quotidiens, le papier. C'est une aberration monumentale. Ça n'existe nulle part ailleurs. Par rapport au nombre du lectorat potentiel de ce pays, avoir 138 quotidiens, c'est totalement aberrant. On est totalement dans la politique. L'économie n'existe pas. La presse, elle est totalement... Le modèle économique dans 10 ans de la presse, parler de risque de marginalisation de la presse papier, disons, c'est très loin. C'est une tendance. C'est loin. Disons, ça risque d'arriver bien avant. Par contre, la tendance au niveau international, nous éditons la marque Huffington Post en Algérie. C'est un site qui est apparu aux États-Unis et qui, au bout de 5 années de gros succès, s'est vendu à qui ? C'est vendu à AOL, 350 millions d'euros quand même, de dollars. Arena Huffington l'a vendu à un opérateur de réseau téléphonique. En France, le plus grand mania qui est émergé ces dernières années, Patrick Drahi, qui a racheté énormément de titres, avec de la dette d'ailleurs, vient de décider la semaine dernière une convergence avec SFR, dont il est propriétaire aussi, grâce à Numéricable. Et il pense que l'avenir, la convergence, c'est contenu médiatique sous un format différent que celui qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont des applications, etc. Que les consommateurs ne vont pas passer par le kiosque, mais qui vont passer par l'opérateur téléphonique qui donne de la data. Donc, ce type de convergence-là fait qu'aujourd'hui, moi, je suis tranquille par rapport à ça. Je pense que les forces de l'argent, qui ont l'argent mais qui n'ont pas l'innovation, qui n'ont pas la souplesse de pouvoir aller rapidement sur les bons créneaux, vont acheter du capital mort. C'est-à-dire, vont se positionner sur des formats économiques qui vont plus être opérants dans longtemps. Et les guerriers, entre guillemets, qui n'ont pas beaucoup de capital, qui ont la capacité de bouger, qui sont jeunes, inventifs, etc., vont créer les nouveaux modèles.
Oui. Tu disais à l'instant, c'est très positif ce que vous dites. On voit sur Internet avec la numérisation de l'information, il y a de tout, il y a plein de choses, de l'information de tout genre. Est-ce que le journalisme de qualité peut être valorisé sur la toile? C'est la question qui... Si les gens acceptent de payer l'information. Il faut que les gens acceptent de payer l'information. Moi, les informations que donne... Oui, voilà. De payer l'information. Oui, c'est ça, le drame. C'est un package. C'est un package. Il y a la qualité du journalisme, sa capacité de s'adapter et la capacité de l'environnement du lecteur qui a des besoins en information qui sont précis et un environnement technologique. Il faudrait que les gens puissent acheter très facilement. C'est ça, c'est un package. Penser qu'on peut avancer sur un terrain sans les autres, c'est une absurdité. Mais vous êtes d'accord quand on dit qu'aujourd'hui le rôle de journaliste, il est amoindri. Alors, il y a un concept. Il est différent. Au lieu de se battre, elle est où la bataille? J'ai entendu sur la bouche d'Edoui Plenel la semaine dernière, dans le 4e, où il y a 15 jours. C'est très intéressant. Aujourd'hui, il faut se battre pour un statut du journaliste indépendant. Il y a plus de chances d'y arriver que pour des médias indépendants. Les médias sont des entreprises économiques qui sont soumis à des tensions, à des contraintes, etc. Par contre, on peut, à l'intérieur de ces entreprises, négocier le statut du journaliste indépendant et ça peut maintenir une sphère d'expression. Ouais, c'est intéressant. Tu voulais dire ? Moi, je voulais le résumer un petit peu. Ce n'est pas le pouvoir de l'argent qui pose problème en Algérie, c'est un problème politique. C'est-à-dire, on veut un monopole d'une poignée d'Algériens. C'est toute l'Algérie qui est le monopole d'une poignée d'Algériens. C'est pas uniquement les médias, c'est pas uniquement c'est ça le drame. Si on est dans une économie de marché, on pourra parler de relations presse, argent, médias, argent, etc. On peut parler du numérique, on peut parler des perspectives de la tendance mondiale, mais on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation où on est passé du parti unique à un parti unique privé, quoi. C'est-à-dire on a privatisé l'État algérien. C'est ça. On ne peut pas espérer ni avoir une presse indépendante ni une presse réellement entre les mains des patrons, des industriels, parce que si on veut réellement développer un contenu de l'information en Algérie, on a besoin de l'argent. Il ne faut pas avoir peur de l'argent. On a besoin de l'argent. Ensuite, il y aura un autre combat. C'est le combat des journalistes pour leur indépendance, comme l'a dit Hassan. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Il faut épurer déjà il faudra aussi lever un dernier tabou dans la liberté des journalistes. Sur les 20 dernières années, il y a des courants entiers, des courants de pensée en Algérie, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, qui ont été exclus de l'expression politique, de l'expression médiatique. Les islamistes constituent une partie de la société algérienne, ils n'ont pas de médias. Il y a d'autres courants politiques qui ne sont pas islamistes, qui sont des démocrates, et qui ont été totalement exclus et interdits. Donc ça aussi, ça c'est des tabous à lever aujourd'hui quand on parle de liberté de la presse. Oui. Bon, ben voilà, l'heure s'est déjà écoulée. Merci de nous avoir prêté attention. Excusez-nous d'avoir parlé, peut-être un peu trop parlé de nous, une fois dans l'année. Bon, ben ça vous concerne aussi. Ça vous concerne aussi. Ouais. Ça vous concerne aussi. Au mois de mai, mois de floraison, jamais je n'oublierai cette saison. Super. À jeudi prochain.